Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, comme tous les mardis et vendredis matin, euh, on va faire des petits Cataclysm Wars pour s'entraîner tranquillement, pour se réveiller doucement avant le boulot. C'est l'idée de base. On va commencer par du tout doux, voir s'il y a des gens qui débarquent, et après on attaquera sûrement du un peu plus costaud. Donc allez, pour vraiment se chauffer. Il y en a vraiment que 3 que j'ai pas fini. Ruby, je vous avoue que j'ai un peu la flemme. String Reels Repeater. Alors, notre tâche, il y a 4 hommes A, B, C, D qui sont en ligne, en train de faire la queue, l'un derrière l'autre. Il y a un mur entre les 3 premières personnes. A, B, C et la dernière D. Les hommes A, B et C sont alignés dans l'ordre de leur taille, de telle sorte que le A peut voir le dos de B et de C. La personne B peut voir le dos de C, et la personne C peut juste voir le mur. Il y a 4 chapeaux. 2 blancs. Ça ressemble à un problème de logique, plus qu'un problème de programmation. On va voir, mais... Donc il y a 4 chapeaux. 2 blancs, 2 noirs. Chaque personne, on donne un chapeau à chaque personne. Donc, aucun d'entre eux ne peut voir son propre chapeau, mais la personne A peut voir B et C, alors que la personne B peut voir celui de la personne C. Ni C ni D ne peut voir aucun chapeau. Une fois qu'une personne s'aperçoit ou se rend compte de la couleur de son chapeau, il doit le crier. Donc notre tâche est de retourner la personne qui va deviner son chapeau en premier. On peut penser... Enfin, on peut partir du principe qu'ils vont parler seulement quand ils arriveront à une conclusion correcte. Donc, un input. Dans A, on va avoir white or black. Dans B, etc. La personne qui devine la couleur de son chapeau en premier, ce sera 1 pour A, 2 pour B, 3 pour C et 4 pour D. Voilà notre exo. En fait, il y a une feinte, on va discuter tranquillement. J'ai des petites idées de comment on peut s'y prendre. Donc là, pour le coup, c'est plus un problème mathématique. Donc, en gros, si 2 et 3... Donc, si B égale C, donc si ces deux-là, ils ont le même chapeau, lui, automatiquement, il va savoir qu'il a l'autre chapeau, en fait. Si les deux sont noirs, lui va savoir qu'il est blanc. Si les deux sont blancs, lui va savoir qu'il est noir. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui va savoir. Ça devrait, et sinon, on va faire un return 2. C'est peut-être même déjà ça, en fait, la solution. On va tricher, hein. Ok. Donc pourquoi, si jamais c'est 2, pourquoi c'est lui? Parce qu'en fait, eux, ils voient aucun autre chapeau, donc ils ont absolument aucune façon de savoir qui c'est qui va l'avoir ou pas. Lui, si les deux ont le même, il va le savoir. Mais en fait, si lui le sait pas, par déduction, lui peut se baser sur la couleur du chapeau de celui de devant pour savoir qu'il a l'autre. Donc, typiquement, si blanc-blanc, on sait que lui il est noir. Si noir-noir, on sait que lui il est blanc. Si eux ont pas la même couleur de chapeau, lui est pas capable de deviner, donc il va se taire. Et un petit moment après, celui-là il va dire bah, c'est bon, je sais que j'ai l'autre couleur de chapeau. On a un XOR entre ces deux, du coup.
Donc on va vite fait changer ça. On est d'accord que ça va toujours marcher. Et toujours pour des soucis de place. C'est la même chose. Ah, pas tout à fait. Non. Le égal va avant. Et là, c'est une flèche qu'on veut. 1 €. Ok, bon, il était mignon, mais c'est plus un problème de mathématiques que du vrai code. Bon, on est bien d'accord, hein, on a fait exactement la même chose au final. Un constant plus, c'est plus joli. Ok, donc j'en ai regardé vite fait, qui sont un peu plus costauds. On va voir, je crois qu'on va s'en faire un dernier petit facile. Et il a été créé pour des étudiants. On va créer une fonction qui prend un entier en tant que second non, un entier en seconde en tant qu'argument, et qui convertit la valeur en un string qui décrit combien d'heures et de minutes il y a dans ce nombre de secondes. Toutes les secondes restantes sont ignorées. Bon, ça va être très facile. Alors, on va faire ça doucement. Donc en gros, les heures, c'est ça sur 3600. Dans l'idée. Il faudra arrondir, etc. Les minutes, ça sera égal aux secondes, ou même plutôt aux heures fois 1600. Donc, aux seconds, moins les heures fois 3600. Me semble-t-il. C'est le reste de la division, en fait. Alors, c'est pas tout à fait hours fois 3006, si, c'est ça exactement, pardon. Ça ne va pas marcher, hein, c'est voulu. Là, on voit, dans le premier cas, ça va bien, parce que c'était 1 heure pile. Dans les autres, on a des problèmes d'arrondi. Donc ça, il faut juste faire un petit mat.floor. On devrait être bon. Pas du tout. Alors pourquoi dans les minutes... Ah, c'est pas seconds, c'est minutes. Ok. D'ailleurs, c'est faux. Pardon. C'est mat.floor de tout ça divisé par 60. Bon, je pense qu'on peut faire mieux. Ça peut être aussi seconds modulo 3600, juste. Divisé par 60. 1, 0, 1, 0, 0, 58, 89, 51. Ça a l'air pas mal. Il va falloir juste refaire une chaîne. Est-ce que ça marche juste comme ça? Non. Ok.
Plutôt facile. Est-ce qu'on a moyen de vraiment améliorer ce code-là? Pas énormément. Ces opérations-là, il y a des feintes pour faire des math.floor, surtout sur des petits nombres comme ça, avec des opérateurs unaires. On va éviter, c'est quand même plus lisible comme ça. C'est parti. Ouais, on est à peu près dans la même idée, avec une petite string interpolation en plus, c'est quand même plus joli. Ok. Alors, j'ai deux options. On a une option de somme par facteur, que je trouve assez rigolote. C'est une décomposition en facteur premier des différents nombres de Murray. Une fois qu'on a fait cette décomposition en nombre premier, on doit trouver, pour chaque nombre premier qui est représenté dedans, la somme des nombres qui sont des multiples de ce nombre premier-là. Donc, assez mathématique, mais il y a de quoi faire quand même. Et sinon, ici on a quoi? Des opérations sur des séquences. Trouver deux entiers non négatifs. Ouais, il est plus chiant. Celui-là est plus facile à comprendre. Pas forcément, sûrement beaucoup plus difficile à réaliser. Mais plus facile à comprendre. Donc comment ça se passe? On a un array de nombres positifs ou négatifs. Ah, j'avais pas vu ce détail. Il va falloir faire un array trié P de la forme. Donc c'est un array d'arrays. Et chaque élément, c'est P qui est un facteur premier, et la somme de tous les éléments du tableau initial qui sont un multiple de ce facteur premier. Donc P sera trié en augmentant la taille des nombres premiers. Le résultat final doit être donné comme un string en Java, blablabla. Là, on le fait en JavaScript, on n'aura pas ce problème-là. Donc, un exemple pour 12 et 15. Donc, 12, c'est 3 fois 4, 2 fois 3 fois 2, pardon. Du coup, on peut le décomposer avec des 2 et des 3. 15 avec des 3 et des 5. Du coup, 2, le seul qui soit pair, c'est le premier. Donc, on fait la somme de 12 et rien d'autre, donc c'est 12. 3, c'est un facteur premier des 2, parce qu'on a 3 fois 4 et 3 fois 5. Du coup, on va ajouter les deux, 12 plus 15, 27. Et le dernier, c'est 3 fois 5, on peut pas multiplier. C'est pas un multiple de 5. Du coup, on somme que le dernier. Ok. Ah, il se peut que la somme soit 0 si certains nombres sont négatifs. Donc il va falloir faire gaffe à ça. On peut pas juste filtrer s'il est égal à 0. Ah, c'est intéressant. Donc, LST, c'est notre liste d'éléments. Donc, soit on peut prendre le plus grand, vérifier. On pourrait prendre le plus grand, on pourrait vérifier tous les facteurs tous les nombres premiers entre 0 et ce plus grand-là. Ça marcherait. Sauf que après, quand on va vouloir reconstituer cette liste, alors ça sera bien parce qu'on les aura, cette liste, pardon, ça sera bien parce qu'on les aura déjà tous triés. Mais le côté moins sympa, c'est que... Donc on les aura tous triés, ça c'est bien, mais le côté moins sympa, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il y aura des éléments qui correspondent. Et donc quand on va calculer la somme, racine du plus grand, oui, tout à fait. Pour racine du plus grand, ouais. Ça aurait été ma condition d'arrêt. Je suis d'accord, bonjour. Le problème, c'est que si on fait ça, en fait, les sommes où il y aura 0 élément qui correspondent,
Ça voudra juste dire qu'ils apparaissent pas dans la liste et qu'il faudrait pas qu'ils soient là-dedans. Après, on peut les trier en amont, potentiellement. Donc on peut vérifier la liste des éléments qui correspondent avant de les sommer. Ce qui fait qu'on serait capable de filtrer ceux qui n'ont pas d'éléments qui correspondent. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc le premier truc, ça va être de trouver l'élément le plus grand en valeur absolue. Alors, donc la liste. Donc on va réduire la liste. Une réduction, on passe sur chacun des éléments. Et en sortie, on va avoir un élément de sortie. Donc on va prendre un accumulateur et un élément de la liste à chaque fois. Et pour chacun, on va faire if
problème, c'est que le mat.max, il va pas prendre en compte les éléments négatifs dans l'idée. Si jamais, il faudrait d'abord que je fasse un map. Ouais, mais c'est possible alors, aussi. Du coup, on peut faire à la place. Et on va le faire aussi. Donc, on peut faire un mat.max ici. De lst.map. Je préfère en fait. En effet, par contre, je pense qu'il va falloir déconstruire. On va vérifier. Je vais virer le... On voit pas la bonne fenêtre. Ah ouais, non, en effet. Pourquoi? Je ne sais pas. 2 secondes. C'est gênant. C'est mieux. Ok. Donc c'est mieux, on est de retour. Donc on va commencer ça, commenter ça, pardon, histoire que ça compile pour checker ce qu'on vient de faire sur le maxLM. Donc c'est à peu près la même chose, j'ai effectivement fait un mat.max avec la liste. Je pense par contre que ça va pas marcher, parce que le mat.max prend une liste d'éléments. Ouais. Donc je sais pas si c'est pas... Non, c'est 3 petits points. Je sais plus où est-ce qu'il faut mettre les 3 petits points. En fait, on est obligé de déconstruire la liste. Ça me semble pas bon non plus ce que je suis en train de faire. Oh, il est pas réveillé ce matin. Donc là, ça marche, effectivement. Donc, ça marche, effectivement, avec le mat.max. Par contre, ce que je suis obligé de faire, c'est de déconstruire la liste. Parce qu'en fait, mat.max s'attend pas à avoir une liste. Il s'attend à avoir les éléments un par un. Cela dit, tu me l'avais mis dans le chat déjà, les 3 petits points devant. Et du coup, ici, je suis obligé de mettre les valeurs absolues de ma liste. Et là, on retombe sur nos pattes. Ça me va comme ça aussi. C'est un peu plus original. Et du coup, notre isPrime ici... Ici, c'est pas num, c'est n. Donc en gros, on return num si le nombre est divisible et jamais divisible par ce n. Donc ça devrait marcher. Du coup, si i est prime, on l'ajoute. Alors après, est-ce que ça sert de faire 2 fois le parcours? Je ne crois pas. Je réfléchis. Hein. Je pense que oui, en fait, parce que c'est la bande supérieure qu'on veut. Une petite fente. Je le mets entre crochets exprès, en fait, c'est pour voir dans les logs le voir comme objet. Donc je vais voir le nom et la valeur. C'est plus pratique. Ouf. Mais déjà en timeout, c'est pas bon signe. Surtout avec des nombres aussi petits.
vérifie, mais ça devrait pas poser de soucis. Donc, notre racine a l'air bonne. Je doutais pas vraiment du fait que math.sqrt ça marche, hein, mais... Et strictement faire n i++. Si n mod i égale 0, return false. Donc s'il est divisible, c'est logique, on retourne false. Alors celle-là, on l'appellera jamais pour en dessous de 1, donc on peut pas mal simplifier. Voilà. Du coup, dans ce cas-là, on va return false. Et dans l'autre cas, au lieu de retourner n sera toujours supérieur à 1, donc ça va être true. Et du coup, on peut encore
retourner nos sous-éléments là. Alors, on va prendre ça pas à pas. Donc là, j'ai ma liste des primes. Ici, je construis la liste de mes tuples que j'ai à l'intérieur là. Donc pour un prime donné, je vais récupérer la liste des éléments qui me va bien. Je vais filtrer ceux qui sont pas vides. Donc le premier, c'est P le prime, mais on s'en fout en fait. On veut juste que L.length soit strictement supérieur à 0. Donc en gros, je vire à celles qui ont tous les primes qui ont aucun nombre qui correspond. Donc les primes qui n'ont pas de nombre qui correspond, dans notre premier cas où on n'a que 11, c'est tout cela. Tout cela, en fait, j'aurai 2 listes vides, 3 listes vides, ainsi de suite. Donc je veux les dégager. Et là, on va mapper de nouveau. Donc on a notre prime, toujours. Et on a la liste. Et ce truc-là, en fait, nous, on va retourner toujours notre prime, mais on va retrouver un list.reduce. On va remettre notre accumulateur, notre élément, et on va retourner ACK plus E avec une valeur par défaut à 0. Donc, je suis parti de ma liste de prime. J'ai récupéré pour chaque prime ceux qui étaient des multiples de ce prime-là. Une fois que j'ai eu ça, j'ai viré ceux dont la liste était vide pour virer les primes qui n'étaient pas représentés. Ensuite, j'ai mappé pour transformer la liste que j'avais à droite en une somme. Et donc là, on a les tuples, donc on doit avoir 2, 12, 3, 27, etc. Et là, je pense qu'on a déjà le ré de ré. Je pense qu'on a ce qu'il faut. À une syntaxe erreur près, mais... Je sais pas s'il faut des parenthèses ici. Avant la déconstruction, visiblement. Alors, pour le premier, ça marche. Pour le deuxième, ça n'a pas l'air. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le second? Donc, le second, c'est 12, 15. On a bien 15 en max. Les primes, on a bien de 2 à 13. Et du coup, on voulait 2, 12, 3, 27. Pourquoi on a 4 en fait, ici? 4, il n'est pas prime. Il y a un petit problème dans l'algorithme. Bon, je suppose que c'est notre isPrime qui est pas bon. Je l'avais même pas remarqué ici. Qu'on avait le 4 qui s'était glissé. Ah, le 4 il est plus petit que le SQRT. Il manque un égal là en fait. Voilà. Ok. On peut faire mieux, normalement. On peut faire if n mode... Ça c'est une petite optimisation de perf. Donc si n mode 2 est égal à 0, return false. Donc ça on peut faire une précondition là-dessus. Et là, à la place, on peut partir à 3 et itérer par pas de 2. Donc au lieu du O de n, on a du O de n sur 2. Ce qui dans les faits change pas grand chose pour les très grands nombres. Mais quand même, on va s'éviter une partie des itérations, c'est un peu plus joli. Normalement ça devrait toujours marcher. Hein. Pas du tout.
J'ai tout cassé. Pourquoi ça m'a cassé l'algo? Non, c'est... Si, c'est ça. N mode 2 égale 0, ce qui est l'équivalent de cette condition qu'on avait ici. Je deviens pas fou quand même. Hein. J'avais ça qui marchait. Hein. Ah, c'est pas N mode 2. Si, ça me ressemble à ça. Je suis pas fou quand même. Ok, bah, tant pis, hein, je vais revert à ce que j'avais fait initialement, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. On va virer nos consoles log quand même, c'est dégueulasse. Visiblement, même les random tests, on les passe. On est quand même curieux, on va voir ce qui est sorti des autres. Donc lui, il fait les tests de prime en passant. Hein. C'est à peu près le même principe. Il itère qu'une fois, ça va être plus performant, en tout cas. Il y a quand même 2 boucles fort imbriquées, donc c'est pas dit. Pas très lisible, pour le coup. Récupérer la liste de facteurs, c'est pas mal aussi. Ouais, pas fou. Ok, donc il reste un petit peu de temps. T'as une idée de... Si t'es encore là. D'un langage que tu voudrais qu'on fasse en particulier? Il y en a beaucoup. Du Dart, du Haskell. Même du SQL. D'assembleur ou de force? Va falloir m'aider beaucoup alors. Hein. Parce que j'y connais. Alors, d'assembleur, il y a moyen de se débrouiller. Assembleur, je suis pas sûr qu'il y en ait. Non, ça va être compliqué. Mais je suis partant, hein, on peut tester des trucs. Hein. J'y connais rien par contre. Et on va avoir un temps assez short. Mais pourquoi pas? J'ai entendu du bien de Nîmes aussi, mais... Horizon, Scala, forcément. Une autre fois. Mais on peut quand même essayer de changer un peu, donc je promets rien. On doit pouvoir aller essayer du Haskell un peu bas niveau, facile. Helm Rust. Alors je veux bien, on peut tenter du Rust, mais par contre je n'y connais rien du tout, donc il va falloir pas mal m'aider. Après on peut regarder la doc en parallèle, il n'y a pas de mal. Est-ce qu'il y en a qui sont dispo en Rust? Ben, celui-là est dispo en Rust, typiquement. Ok, soyons fous.
Par contre, on le veut pas en JavaScript, on a dit qu'on le voulait en Rust. Oh, c'est beau. Donc, dans ce kata, il faut qu'on trouve les coefficients de l'équation quadratique de la racine donnée. x1, x2. L'équation va être de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc, on va retourner type. Le type de retour, pardon, est un vecteur. C'est un tuple en Rust. Ah, c'est bien, il y a des tuples. Ça, c'est cool. Ça commence bien. Ouais, j'ai pris le niveau le plus simple. Hein, qui contient les coefficients de l'équation dans l'ordre ABC. Donc, étant donné... Ouais, c'est ça, c'est b carré moins 4ac, on est bien d'accord. Étant donné qu'il y a une infinité de solutions à ce problème, on va fixer a égale à 1. Rappelez-vous que les racines peuvent être écrites x facteur de x moins 1 fois x facteur de x moins 2 égale 0. Donc on a deux entiers en entrée. Et c'est en sortie qu'on doit trouver le A, B et C. Donc en entrée, on a quoi? On a x1 et x2 qui sont les deux racines. Donc c'est dans l'autre sens en fait. Ah, c'est bien, ils sont gentils. Ils nous expliquent. Donc si on nous passe 0 et 1, on a x moins 0 fois x moins 1 qui est égal à 0. Donc x2 moins x plus 0 égale à 0. Donc x2 égale 1. X égale moins 1 et 0. Ok. Donc en fait, va falloir faire le produit de tout ça. Alors, dans l'idée. Hein. Donc si on a x1, donc en gros, il faut qu'on écrive le fameux x moins x1 là. Facteur de x moins x2, c'est juste pour se mettre dans l'idée, hein, c'est pas du code. Faut vraiment qu'on reparte de ça, sachant que notre x1 ici, ça va être celui qui est passé là. x2 ici, ça va être celui qui est passé là-haut. Donc on va avoir x au carré. On va avoir moins x1 fois x moins x de x. Je dis pas de bêtises. Et plus x1, x2 égale à 0. Donc nos trois paramètres, ça sera toujours... Ah non, parce que... Ouais, je pense... Du coup, ça sera toujours 1 le premier. Si je dis pas de bêtises. Ok, en plus c'est donné... Oui, ok. C'est pas faux. C'est pas faux. Exactement, je suis d'accord. Alors déjà, on a un return, un truc comme ça, j'imagine. On peut retourner un tuple. Déjà, est-ce qu'on a des commentaires? Oui, pas mal. Il y a des racines doubles qu'il faut peut-être traiter à part. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que là, en fait, on a juste
Donc 1, on a toujours 1 ici, là. On va avoir 1 fois x2. Et après, on a juste ici. Ça sera moins x1 plus x2. Et après, ça sera juste x1 fois x2. Dernière ligne, tu mets pas de point de virgule et ça retourne la valeur. Ça, c'est plutôt sympa, j'aime bien l'idée. Et pour construire un tuple, c'est juste entre parenthèses? Oui, il y a un truc plus compliqué à faire. Ok, et donc là, par exemple, ça pourrait être 1, virgule... Comme ça. Non, il manque peut-être quand même un multiplier, faut pas déconner. J'imagine que les opérations sur les nombres, ça ressemble à ce qu'on a dans tous les autres langages. Hein. Ok. Est-ce qu'on a moyen d'écrire mieux que ça, de façon plus condensée ou moins condensée? Est-ce qu'on peut virer les parenthèses? Non, on sait jamais. Est-ce que tu vois une façon d'améliorer la chose? Ok. Bon, on va soumettre ça, ça m'a l'air pas mal. Donc du coup, pub, ça va être public, fn pour fonction. Ok, c'est pas idiot. Donc nom de la fonction, entre parenthèses, les paramètres, une petite euro pour le type de retour. Donc on définit à la fois le type des paramètres et le type de retour, j'aime bien. Le i32, j'aime bien aussi. C'est assez clair que c'est des entiers sur 32 bits. Ok, donc on va essayer le niveau juste au-dessus du coup. Il reste 10 petites minutes. Donc effectivement, hein, la plupart des gens ont fait comme nous. Hein. Soit en groupant ici ou pas, ça change pas grand-chose en vrai.